tout d'abord, je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne, l'UX Writing. Et pour commencer, je voudrais vous demander si vous êtes déjà un petit peu familier avec ce que c'est l'UX Writing et si vous avez déjà eu des missions d'UX Writing. Donc, vous pouvez répondre dans le chat si vous pouvez. Alors, oui, non, novice, ok. Super. Donc, on a une partie des personnes qui, j'imagine, sont un petit peu familières et puis une autre qui débute et qui est curieuse de ce qu'est l'UX Writing. Super. Alors, tac. Pour commencer, je vais raccrocher ça un petit peu à l'entreprise dans laquelle je travaille. Open Classroom, c'est une école en ligne qui a été fondée il y a une vingtaine d'années par Pierre Dubuc et Bastien Nebra. Et en gros, c'est l'ancien Suite du Zéro, plutôt spécialisé dans les cours en développement web. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus large avec des cours et des parcours diplômants sur la fonction commerciale ou sur l'UX design et d'autres métiers encore. Open Classroom, ce n'est pas une entreprise comme les autres, c'est une entreprise à mission. Et notre mission, c'est de rendre l'éducation accessible. Vous pourrez me dire, vaste sujet. En effet, l'éducation, c'est vraiment un sujet essentiel à une société qui évolue. C'est par ce biais-là, en fait, qu'on va pouvoir prendre en main aussi son avenir, sa carrière, avoir les bonnes clés, en fait, pour progresser dans sa vie. Donc, c'est pour ça c'est ce sur quoi on travaille, en fait, au quotidien. Et l'éducation, on veut la rendre accessible. Accessible, ça veut dire abordable et ouverte à tous. L'UX Writing, là-dedans, en fait, on s'est raccroché quand on est arrivé avec Louise il y a 1 an. On a pris cette mission-là et on s'est dit qu'on allait s'en servir pour élaborer la nôtre en tant qu'UX Writer. Donc, chez Open Classrooms, nous, notre objectif, c'est d'aider les utilisateurs à accéder à l'éducation en les guidant à travers une expérience sans couture, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre sur Open Classroom jusqu'à la fin de leur expérience et au fur et à mesure de tout leur passage, il faut vraiment que ce soit une expérience fluide et adaptée à leurs besoins. Et ça passe par du contenu qui est clair, donc limpide, cohérent, c'est-à-dire que d'un bout à l'autre de l'expérience, on va mobiliser les mêmes termes pour les mêmes concepts, les mêmes informations et les mêmes actions. Ça peut paraître simple, mais ça ne l'est pas forcément. Et concis, donc ça veut dire qu'on doit employer des phrases assez courtes et évocatrices, sans chichi. Si on revient de manière un petit peu plus générale à la définition de l'UX Writing en sortant un petit peu d'Open Classrooms, on peut se baser sur ces 3 piliers. L'UX Writing, c'est vraiment écrire pour les personnes qui se trouvent en face, pour les personnes qui vont consommer en fait le produit ou le service qu'on leur propose. Et pour ça, on va rendre les choses les plus simples possibles, les plus limpides et les plus claires. On n'est pas là on essaye de faire en sorte qu'elles passent pas trop de temps à chercher les informations et à compléter des actions. Le deuxième point, qui est très important aussi, c'est le fait que l'UX Writing, c'est du design. On ne décorrèle pas en fait les mots de l'expérience. Les expériences, elles se conçoivent, elles se consomment dans leur ensemble. Et c'est comme ça qu'on doit concevoir l'UX Writing, c'est vraiment associé en partenariat avec le design. Nous, on conçoit vraiment les expériences à travers des mots et ça nous permet d'avoir un point de vue aussi un petit peu différent quand on va travailler avec un designer. Parfois, on va pouvoir résoudre des petits problèmes de process parce qu'on pense vraiment sous le prisme des mots. On ne va pas être juste là pour remplir des bouts d'interface que le designer a pu prévoir. Si c'est le cas, c'est que c'est un petit peu dommage et c'est pas là où tous les aspects de l'UX Writing peuvent s'exprimer. Troisième point, l'UX Writing, c'est la manière dont le produit parle, c'est-à-dire qu'un produit, une marque a une identité et ça s'exprime via l'UX Writing et notamment via une certaine voix, donc la manière dont on va amener certaines choses à l'utilisateur, les mots qu'on va choisir et des tons. En fonction des endroits de l'expérience, on va employer un ton plutôt chaleureux, plutôt malicieux, ou alors au contraire très sérieux et très
et très factuel. Ça dépend. Et l'UX Writing, c'est savoir exprimer la voix et savoir employer le bon ton au bon endroit. En expliquant ça, justement, et je vois dans le chat que certains font justement du copywriting, on peut se demander, mais en fait, au final, ça ressemble quand même beaucoup à de la conception-rédaction. Pour moi, c'est un petit peu comme les deux faces d'une même pièce. De loin, ça y ressemble, ça peut faire partie d'un même ensemble, mais en y regardant de plus près, les objectifs, les méthodes et leur place au sein des structures, elles varient. Elles sont pas identiques. Dans un premier temps, si on regarde un petit peu où sont situés ces deux métiers, ils ne sont pas situés dans les mêmes équipes. Un UX Writer, il va généralement plus se trouver au sein de l'équipe produit, donc avec les développeurs, avec les designers, avec les product managers, alors qu'un concepteur-rédacteur, il va plutôt se trouver dans les équipes marketing. Un UX Writer, lui, il va écrire les mots qu'on va trouver sur l'ensemble d'une plateforme, d'un produit ou d'un service. Ça peut être des mots qui sont vus et lus, ou aussi des mots qui sont entendus dans le cadre, par exemple, d'une interface vocale comme Alexa. Un concepteur-rédacteur, lui, il va créer ce contenu pour promouvoir le produit ou le service, donc pour amener vraiment les utilisateurs à utiliser une première fois, voire à y revenir aussi, à revenir vers un produit. On l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais les UX writers, ils conçoivent vraiment des textes clairs, simples et utiles. C'est vraiment les trois pierres, les trois étoiles polaires, les pierres angulaires et quelques autres métaphores qu'on peut trouver. C'est vraiment avec ça qu'on conçoit du contenu, sachant que parfois la clarté nécessite d'employer plus de texte. Et auquel cas, on va être un petit peu moins concis, on va être un petit peu plus long. En fait, ça dépend. Dans l'UX Writing, il y a une notion qui est très importante, c'est le contexte. En fonction du contexte vers lequel on va amener l'utilisateur, on va mobiliser en fait des notions différentes. Un concepteur-rédacteur, lui, il va plutôt produire des textes qui sont engageants et attractifs. Un UX Writer, il va être là pour favoriser l'adoption et la rétention, donc c'est-à-dire qu'on va l'accompagner sur l'ensemble de son expérience. On l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où il crée un compte jusqu'à ce qu'il performe une action finale ou jusqu'à ce qu'il quitte en fait la plateforme. Côté conception-rédaction, on va plutôt utiliser du storytelling pour booster les ventes. Donc, c'est vraiment sur une action, un instant plutôt T de l'expérience utilisateur. Enfin, un UX Writer ne peut pas travailler seul. C'est vraiment hyper... on ne peut pas en fait juste produire de la copie de notre côté. Donc, la copie, c'est l'éditorial. On ne peut pas juste écrire dans notre coin. On a besoin de comprendre la manière dont le texte va s'afficher, sous quelles conditions, comment est-ce que ce qu'on appelle des composants, donc des types de sections, par exemple, sur une interface, vont s'afficher. On a besoin d'énormément de contexte. On est en échange très fréquent, en fait, avec pas mal de personnes et aussi, par exemple, avec les équipes métiers d'un produit. On a besoin de beaucoup de contexte, qu'on soit in-house ou qu'on soit en free. Je pense que c'est vraiment une composante commune à tout le monde. C'est pour avoir un contenu qui vise juste, il faut beaucoup d'informations. Et pour un texte qui peut être très court. Un concepteur-rédacteur, lui, va plus être amené à travailler en autonomie, bien qu'il collabore beaucoup avec des directeurs artistiques ou avec ceux qui font de la stratégie. Ils sont quand même plus amenés à être en autonomie. Du coup, ayant évoqué ces petites différences, je vais vous montrer un petit peu comment nous, on est organisé au sein du design chez Open Classrooms. Donc, on est au sein de l'équipe produit, mais aussi on est dans une sous-équipe qui est l'équipe product design. Et ça nous permet vraiment en fait de travailler vraiment main dans la main sur les projets. C'est essentiel en fait. On peut pas être décorrélé, détaché en fait de ces personnes avec qui on partage les supports et avec lesquels on conçoit les interfaces et les expériences. Donc vous voyez, on est deux. Moi, je m'occupe plutôt de la partie francophone de la plateforme. Louise, qui est à côté sur la présentation, s'occupe plutôt de la partie anglophone. Bientôt, on sera 3. Donc, vous voyez, on est sur un ratio qui est quand même assez intéressant.
Généralement, il arrive plus souvent qu'un UX writer soit seul pour une équipe entière de designers. En fait, il y a Jonathan Coleman, qui est design director chez Intercom. Il a remarqué que sur les expériences des applications les plus populaires, 30 à 40% de l'expérience, c'était des mots. Et du coup, c'est intéressant de refléter ce ratio-là dans les équipes. Et nous, du coup, on s'en rapproche et on est même un petit peu au-delà. Donc, c'est ça qui rend l'expérience intéressante. Donc, on est dans la même équipe et on partage aussi un process identique quand on va travailler sur un projet. Là, vous voyez toutes les étapes en fait qu'on mène en fonction du projet. Un designer, il va avoir des livrables et des étapes, sous-étapes particulières. Nous, on va en avoir aussi de notre côté. C'est-à-dire qu'on va se retrouver sur ces grandes étapes, mais nous, on aura des livrables et des sous-étapes différentes. Par exemple, sur les premières phases, nous, on va donc prendre en main le problème avec le designer, le comprendre, et ensuite, nous, on va plutôt essayer d'identifier les termes structurants qui vont se retrouver sur, par exemple, un parcours. Mettons que le projet est un parcours. Et donc, sur tout ce parcours, il va falloir qu'on identifie, voilà, par exemple, le mot annuler, est-ce que c'est le bon terme? Est-ce que retirer n'est pas plus efficace? Est-ce que ça veut dire la même chose? Est-ce que on a d'autres synonymes? Enfin voilà, on va essayer d'étudier la modularité et la clarté de ces termes-là, et ce qui correspond bien aux actions qu'on veut mener. Et ça, c'est ce qu'on appelle la phase de recherche de terminologie, qui est une étape très importante. Ensuite, avec le designer, on va faire un petit peu d'architecture de l'information. Donc, à quel endroit, quel type d'information on va le placer, à quel moment de l'expérience, parce qu'on ne peut pas tout donner d'un coup. L'idée, c'est vraiment de diffuser progressivement l'information, et ça, c'est une étape qu'on fait ensemble. À partir de là, le designer va commencer à prototyper un wireframe, et nous, on va partir dans de la copie. Donc, dans l'éditorial, on va commencer à écrire de manière pas forcément très précise. Ce ne sera pas forcément la copie qu'on va trouver en prod, mais c'est des premiers éléments qui vont permettre de réagir, que ce soit aux personnes avec lesquelles on travaille, que ce soit aux équipes métiers. Bref, c'est un premier jet. À partir de là, on va éditer en fonction de ce qu'on reçoit comme retour. Et là, on va passer aux tests utilisateurs. Donc, les tests utilisateurs, ça va nous permettre vraiment de récupérer le feedback de la personne qui va avoir ce contenu en face d'elle. Et là, on va pas simplement participer, mais on va aussi penser les hypothèses, les questions, les protocoles de test, parce qu'on a besoin aussi d'avoir du feedback précis de l'utilisateur. On a besoin du coup d'intervenir sur la formulation de ces étapes. Pas juste être en observation et demander par exemple à l'utilisateur si c'est un terme qu'il apprécie, parce que ça, c'est pas un retour qui fait forcément sens. Et puis après, les dernières étapes, donc on modifie en fonction de ces retours, on polit un petit peu ce qu'on a proposé comme copie, on la prépare pour le développement, on la traduit, et ensuite on l'implémente et on teste. Et on regarde comment ça réagit, et en fonction, on repart sur une phase où on va recommencer ce process-là. Voilà. Je continue, et puis on pourra reprendre les questions peut-être à la fin, si ça vous va. Donc, vous avez vu qu'on partageait le même process, on partage aussi les mêmes valeurs, et ça, c'est hyper important. Par exemple, quand on cherche à recruter quelqu'un, que ce soit en interne ou en mission aussi en externe, ça nous permet de savoir en fait si la manière dont la personne réagit, conçoit son métier, correspond à notre vision à nous. Et ça peut paraître un peu trop haut niveau entre guillemets, mais ça permet aussi parfois d'acter des décisions, ou même d'avoir de la visibilité sur ce qu'on fait, où on va, qui on est, et c'est très important. Et donc, comme un designer, on conçoit des expériences pour des personnes derrière. Donc, on est vraiment l'empathie, c'est une composante essentielle de notre métier. On objective, on rationalise tout ce qu'on fait. On fait pas ça pour la beauté du geste. Tout ce qu'on peut faire, c'est basé sur la donnée. Et ça, c'est vraiment très important.
parce que ça évite aussi un type de retour. Le j'aime pas, par exemple, on peut opposer à des retours, voilà, cette décision, ce choix de terme-là, la manière dont cette phrase elle est construite, c'est basé sur tel type de retour, tel type de données. Et ça, c'est très important pour éviter le j'aime pas. On est une équipe, on a un esprit d'équipe, on a besoin de travailler ensemble, on se fait mutuellement monter en compétences, ça c'est très important. Moi, ça m'arrive de parler copie avec des designers, de faire de la vérification de ce que eux peuvent proposer. Et l'idée, c'est de les faire évoluer. Et moi, c'est pareil, je reçois beaucoup aussi de leur expérience de designer, de product designer. Et le dernier point, one step ahead, c'est on a une vision, on sait ce qu'on veut faire, on fonctionne certes par petites itérations, mais il nous faut absolument cette vision long terme qui va nous permettre en fait de faire évoluer le produit vers quelque chose qui correspond, qui est positif à la fois pour l'utilisateur et pour l'entreprise. C'est vraiment très important de voir sur le long terme. Donc là, j'ai parlé un petit peu de l'organisation, la manière dont on est organisé. Pour aller un petit peu plus en détail, l'UX Writing, c'est donc une équipe actuellement de 2 personnes. Il y a des product designers qui font de l'UX et de l'UI, et on a un pôle User Research aussi. Et donc, chacun, en fait, on va pouvoir se faire monter en compétence avec ses expertises, sachant qu'un designer, il peut être amené à faire de la copie, de la user research. Nous, on va être vraiment sur le UX writing, mais on va pouvoir les accompagner là-dessus. Le dernier point sur cette partie un petit peu plus process, c'est la manière dont on ne veut pas travailler. C'est une illustration qui est je trouve très à propos, qui est de Chelsea Larson, qui travaille chez Zendesk. En tant qu'UX writer, on peut être confronté à cette situation. C'est pour ça que l'évangélisation, elle est essentielle. La vulgarisation de ce qu'on fait, elle est vraiment déterminante dans la manière dont on va être perçu et dont on va collaborer avec les gens. Là, par exemple, le premier élément, c'est ne pas intégrer un UX writer dans le kick-off. Le problème en faisant ça, c'est qu'on va valider des éléments et nous, on va avoir un rôle où on va juste, par exemple, poser de la copie sur des maquettes. Et parfois, on se rend compte que ça ne marche pas. On aura beau essayer de tourner, retourner les éléments dans quelque sens que ce soit, ça ne marchera pas. Et ça peut être évité en fait en impliquant l'UX writer dès le début. C'est vraiment assez important. Le deuxième point, c'est que l'UX writing, c'est de la copie, ça peut être de la micro-copie, donc des tout petits éléments de texte et de wording. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'on a besoin de comprendre vraiment tous les cas dans lesquels le texte sera affiché et ça peut prendre du temps tout simplement si je me répète un petit peu. On a besoin de tester aussi la manière dont on va tourner la phrase dans plusieurs sens, la modifier, la rééditer et enfin de pouvoir avoir quelque chose qu'on estime être suffisant pour l'utilisateur. Mais du coup, ça prend du temps. Le dernier point, c'est lié au premier. On n'est pas juste là pour ajouter des éléments de texte, on est vraiment là pour avoir un processus de conception commun avec un designer, penser le parcours de A à Z et poser les mots au fur et à mesure, faire des ateliers avec le designer pour travailler ensemble, c'est très important. Dernier point, de manière encore un petit peu plus concrète, voici les types de sections, d'interfaces, d'éléments d'interface sur lesquels on travaille. Vous voyez, ça peut être vraiment des choses assez petites comme des placeholders qui sont dans un champ où un utilisateur doit rentrer du texte. C'est la partie un petit peu grisée qui se trouve dans le champ et c'est là où l'utilisateur va devoir taper ces informations. Un placeholder, ça va être un indice, par exemple, un indice de ce qu'il va devoir taper, comment est-ce que, tout bêtement, son adresse mail, elle doit être écrite. Ça peut éviter des erreurs et notamment l'affichage de messages d'erreur. Nous, on est là aussi parfois un peu en prévention, entre guillemets, essayer d'éviter que la personne se retrouve face à un message d'erreur. On travaille sur des éléments de navigation, des parcours d'onboarding, comme je disais, des parcours complets.
des espaces vides, ce qu'on appelle les empty states, qui sont des opportunités d'amener du contenu qui peut intéresser l'utilisateur. Donc, soit de l'amener à un autre endroit de l'interface, soit de l'inciter en fait à ne plus avoir cet espace vide. On travaille sur des paramètres, des liens, des boutons. Bref, vraiment un très grand panel d'éléments que vous trouvez sur les outils que vous devez utiliser au quotidien. Le scope dépend. Le scope varie en fonction des missions, en fonction des entreprises. On peut être amené à travailler en tant que UX Writer, on peut être amené à travailler sur des landing pages. Donc là, on verse plutôt du côté du marketing. On peut travailler sur des emailing aussi. C'est vraiment, ça peut être très vaste. Donc, d'où l'importance de bien définir, si vous avez une mission, de bien définir en fait ce qui est attendu de vous pour essayer d'identifier si c'est vraiment du UX Writing ou si c'est peut-être autre chose. Parce qu'on entend beaucoup parler du UX Writing en ce moment et parfois la compréhension, elle peut être plus ou moins floue. Maintenant, on va passer un petit peu plus à la pratique. Du coup, je vais vous présenter un petit peu trois éléments, enfin trois écrans sur lesquels j'ai travaillé. Le premier, c'est un espace vide, un empty state. Quand un utilisateur arrive quand il s'inscrit et qu'il suit des cours, il ne suit pas forcément le produit payant. Enfin, il n'est pas forcément inscrit aux produits payants, qui sont des parcours diplômants. Plutôt que de ne pas afficher cette partie sur son tableau de bord, on a plutôt saisi l'occasion pour mettre un anti-sale, donc une illustration, un titre, un petit peu de texte et un call to action, histoire de l'amener à découvrir une autre partie de la plateforme qu'il n'aurait pas forcément visité autrement. Le deuxième, c'est une partie d'explication des solutions de financement. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de clarifier, de différencier différents programmes de financement. Ça peut être assez complexe. Expliquer ce que c'est un CPF, le différencier, par exemple, avec un programme Pôle emploi, ça peut être un peu complexe. Donc là, c'était un petit défi d'identifier ce qui était identique entre les solutions de formation, ce qui était différent, et faciliter en fait la comparaison entre ces différentes solutions de financement. Et là, en fait, là, je vous montre, il y a 4 solutions de financement, mais sur certaines pages, il peut y en avoir 2, sur certaines pages, il peut y en avoir plus. Donc, c'est vraiment cette pensée en modularité qu'il faut avoir. Et ça peut pas être fait juste en posant des mots sur des maquettes déjà validées, par exemple. C'est vraiment un travail collaboratif avec le designer pour arriver à une solution lisible et compréhensible. Le dernier écran que je vous montre, c'est un tableau de bord pour nos clients B2B, où en gros, c'est une interface où ils peuvent suivre la progression de la formation de leur équipe via des analytics, donc des données qui sont agrégées. Et un petit peu plus bas, là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais aussi des données individuelles, étudiant par étudiant. Là, l'enjeu, c'était d'expliquer clairement ce qu'on voulait dire. Qu'est-ce qu'était, par exemple, un étudiant? Qu'est-ce qu'était un cours? Qu'est-ce qu'était une activité? Ça peut paraître, encore une fois, évident, mais au final, c'était très intéressant parce que c'est là où on se rend compte que les gens, parfois, n'ont pas forcément la même définition, d'où l'intérêt de la consistance, de la cohérence, en fait, que les termes on utilise bien ce terme pour cet élément-là. Et donc, dans le code, ça doit être aussi le même élément en base de données. Par exemple, c'est une vision un peu globale de ce qu'est la cohérence. Et ce qui est intéressant avec ce type d'interface, et surtout l'opportunité que représentent des infobulles, c'est qu'on évite des échanges entre les Customer Success Managers et les clients. Ça, on a fait un point là justement récemment avec les Customer Success Managers et c'était hyper intéressant. Ils nous ont fait ce retour comme quoi justement ils n'avaient pas forcément ces questions-là de leurs clients. Les questions pouvaient tourner autour d'autres choses, mais au moins les données étaient clairement expliquées. Et du coup, c'est une donnée qui est assez intéressante. Et ça, c'est aussi une manière de voir la valeur de l'UX Writing. C'est qu'on peut éviter des tickets au support, éviter des échanges de mails et faire gagner du temps aux personnes du Customer Support ou du Customer Support. Voilà. Donc, je vois que je suis un petit peu en retard. Je vous conseille 3 ressources. J'aurais pu en mettre plus, mais ça, c'est celle qui me semble vraiment essentielle. La première, c'est un rapport sur le statut de l'UX Writing, comment est-ce qu'elle définit la profession.
Il est en anglais, mais il est très intéressant. Le deuxième, c'est un livre qui est vraiment une boîte à outils, encore une fois en anglais, mais vraiment extrêmement bien écrite, bien pensée, bien conçue. Et le troisième, c'est Medium, que vous devez connaître, où on a pas mal d'articles de designers, content designers, UX writers. C'est hyper intéressant pour continuer à être au fait même de comment ça se passe en fait ailleurs, des nouvelles pratiques, des méthodos, bref, c'est très très riche. Voilà, j'ai fini. Maintenant, si vous voulez, on peut passer aux questions. Merci Hélène. Ouais, en effet, je ne sais pas si tu as eu l'occasion un petit peu d'aller dans l'onglet questions. On en a quelques-unes qui ont été posées. Alors, en effet, là tout de suite, si on répond à toutes, Kat va commencer à parler à 13 heures. Donc, je propose de peut-être regarder celles qui ont eu le plus de votes. Par exemple, j'en ai une. Est-ce que les tests utilisateurs pour l'UX Writing sont distincts des tests utilisateurs UX généraux? Alors, j'ai un petit problème de connexion. Est-ce que les tests utilisateurs UX Writing sont distincts des tests? Non, pour le coup, alors, oui et non. On peut avoir des tests, des tests où on teste uniquement la copie. Il y a des méthodos, par exemple, qui existent où vraiment, par exemple, on va enlever des mots du texte pour voir si l'ensemble est bien compris. Mais on peut, c'est quand même intéressant de tester les mots dans leur interface, dans leur cocon, entre guillemets. Donc, on ne va pas les différencier dans ces cas-là des tests utilisateurs. Ça dépend en fait des hypothèses, de ce qu'on veut tester. Parfois, on les sort, on les décorrèle et parfois non. Au-dessus, on voit Sophie qui nous demande quel type de KPIs a un UX Writer. Est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Yes, par exemple, ça peut être le nombre de clics, l'accès par exemple à une page. Si on travaille si on améliore une expérience, est-ce que du coup le taux de clic change? En fait, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit en amont, c'est que les KPI qui sont définis par exemple en amont par un product manager, un chef de projet, ils doivent aussi concevoir l'UX Writing, ils doivent aussi comprendre l'UX Writing. Ça peut être le nombre de tickets au support. Ça peut être, par exemple, j'ai travaillé récemment sur une page, sur une page qui explique le processus d'admission et en fonction de si le KPI va être sur le nombre de personnes qui complètent le processus d'admission ou si le nombre de personnes plus qualifiées, donc qui vont au bout, qui sont qualifiées par toute l'équipe admission tout à la fin du process d'admission sont plus nombreuses, ça ne va pas être la même chose qu'on va regarder. Donc, en fait, c'est plus des KPI un peu globaux aussi qu'on va regarder, nous. Je pense qu'il y en a spécifiques à l'UX Writing, mais là, j'en ai pas vraiment en tête. Le nombre de tickets support, c'est aussi, par exemple, un KPI qu'on peut avoir pour le design. Donc, c'est très lié. Ok. Je vois, j'ai deux questions encore là. Il y a celle de Julie au-dessus. Je ne sais pas si tu vois, elle est un peu plus longue. Peut-être que je te laisse la lire. Alors, ouais. Pour poser les microcopies de base, pour éviter le j'aime pas, comment procédez-vous? Uniquement avec des pressentiments et des tests ou en recherche? Vous effectuez des choses plus précises pour obtenir les bons termes adaptés. En fait, vu qu'on travaille avec le contenu, on a forcément des intuitions, on a forcément une expertise qui va nous amener en fait à privilégier certaines formulations, certaines tournures, plus le fait qu'on connaisse un petit peu le produit sur lequel on travaille, que ce soit en interne ou en externe, en freelance. On va avoir cette expertise à la fois du sujet, du produit, même sectoriel et en même temps métier, qui va nous amener en fait déjà à avoir des premières certitudes, des premières convictions. Mais on va justement les tester ces convictions en test utilisateur ou aussi en allant chercher des données un peu plus brutes, que ce soit dans les tickets index, dans les tickets de support, dans Google Analytics, dans plein d'autres endroits. On va aussi récupérer les données, par exemple, de comment, si c'est une évolution d'une page ou d'un parcours existant, l'actuel
qu'est-ce qui fonctionne pas, et c'est ça aussi qui va nous amener à proposer des évolutions. Voilà. Une dernière petite question. Après, je te propose peut-être, Hélène, si tu as l'occasion de rester avec nous jusqu'à la fin, de participer peut-être à un échange avec ceux qui ont envie sur la fin. Mais là, il y a juste, et ça me fait un peu rire cette question, mais quelle formation est-ce que tu recommanderais, Hélène, pour devenir UX Writer? Est-ce que chez Open Classroom, vous avez des choses, ou est-ce que tu as des formations un peu qui peuvent être intéressantes et que tu pourrais recommander? Yes. Alors, il n'y a pas de formation pour l'UX Writing vraiment comme une formation à part entière. Par contre, je pense qu'il commence à y avoir potentiellement des modules UX Writing dans des formations design. Pour se former, je pense que c'est très important de bien comprendre les méthodologies design, donc que ce soit par des cours en ligne, que ce soit par des articles, par des livres, par des exercices. On peut trouver, par exemple, on peut trouver des exercices gratuits sur Medium ou sur d'autres sites. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'UX Writing, j'ai fait le Daily UX Writing Challenge. En gros, pendant 15 jours, dans ta boîte mail, on va t'envoyer des petits défis. Tu vas devoir les relever et proposer des solutions. Et ça va permettre de tester un petit peu ce que c'est la copie vraiment pour l'interface. Donc, il y a ça. Mais il n'y a pas... moi, je pense que l'une des composantes essentielles, c'est se rapprocher au maximum du design, parce qu'on ne peut pas exiger, entre guillemets, de faire partie d'une équipe design et d'être prise en compte dans une équipe de designers sans avoir quelques bases, sans pour autant avoir un diplôme, hein, c'est pas de ce dont je parle, mais en tout cas comprendre comment ça fonctionne, les méthodologies, les process, les cérémonies, etc. Moi, je sais juste que vu qu'on chez Crème de la Crème, on a un partenariat avec The Design Crew. Je sais qu'ils ont un module UX Writing qui fait partie d'un ensemble sur le design de manière générale. Mais voilà, je sais qu'il y a un module qui est d'ailleurs mentoré par Sophie Yaniro. Voilà, c'est juste pour petite info, si jamais ça peut intéresser. Il y avait une question qui va faire une bonne transition sur la partie de Kat. C'est, si on n'a pas de UX Writer, quels sont les 2-3 tips qu'on peut mettre en place pour inclure la démarche? Je trouve que c'est typiquement la bonne question pour introduire justement la deuxième partie. Voilà, du coup, je te remercie, Hélène, beaucoup pour toutes ces précisions et cette présentation. On se retrouve tout à l'heure pour discuter. Et puis, là, je propose de te présenter et de présenter ta partie. Bon, merci. Alors, bonjour tout le monde. Donc voilà, après la partie d'Hélène qui expliquait un petit peu comment travaillent les UX writers. Moi, je vais vous expliquer un petit peu comment on réfléchit, et comment rédiger pour l'utilisateur. Alors, rapidement, moi, ça répondra peut-être à quelques questions aussi. Moi, avant, j'étais concepteur, rédacteur, et je le suis encore parfois de temps en temps un tout petit peu. Mais et j'étais en agence de publicité. Et en gros, la différence, comme l'a déjà expliqué Hélène, c'est que le concepteur-rédacteur, il va chercher à créer le désir et créer un besoin chez un consommateur, alors que l'UX Writer, lui, il va d'abord identifier un besoin chez son utilisateur et il va créer la solution, il va écrire la solution pour l'utilisateur. Donc, c'est un peu les deux angles, ces deux facettes différentes. Mais quelque part, la façon de réfléchir, pour moi, si vous savez réfléchir, si un concepteur-rédacteur et un UX writer réfléchissent un petit peu de la même façon, sous deux angles assez opposés. Pour moi, l'élément le plus important, c'est l'utilisabilité. Et en gros, donc,
notre utilisateur, il va arriver sur un site, sur une app ou même sur un bout de parcours avec une idée. Il vient chercher quelque chose, il a une raison d'être là, il vient chercher une information, il vient acheter un produit, il vient réserver un billet, je ne sais pas quoi. Et donc, en fait, le plus important, selon moi, c'est que le système, enfin le parcours soit utilisable et donc, il faut qu'il puisse réaliser ce qu'il est venu faire avec efficacité, efficience et qu'il soit content, donc qu'il obtienne satisfaction. Si déjà on réussit avec les mots, enfin il n'y a pas que les mots, donc il y a évidemment tout le design qui accompagne, mais si on réussit déjà à faire une bonne utilisabilité, on a, je trouve, rempli une grosse partie de la mission. Et on va rajouter ensuite, on va pouvoir rajouter de l'émotion, travailler une bonne relation avec notre utilisateur, mettre du tone of voice pour que cette expérience soit vraiment attribuable à la marque pour laquelle on écrit, etc. Mais voilà, donc pour moi, le plus important, c'est l'utilisabilité. Donc, le rôle de l'UX Writer, ça va être d'expliquer les tâches aux utilisateurs. Donc, de toute façon, on réfléchit toujours par rapport à l'utilisateur. Donc, lui expliquer ce qu'il faut qu'il fasse pour toujours obtenir ce qu'il est venu chercher, l'accompagner dans ses actions sur le site ou sur l'application, l'encourager pour qu'il trouve et qu'il effectue la meilleure action possible. Toujours être le plus clair possible, répondre aux questions qui peuvent se poser au long du parcours, résoudre les problèmes qu'il peut rencontrer et le rassurer pour qu'il effectue comme il faut sa tâche. Alors, est-ce que les mots, on me pose souvent cette question, est-ce que les mots c'est important? Est-ce que c'est important d'avoir un UX writer dans sa team design, etc. Donc moi j'aime bien cette petite photo qui résume pour moi quand même l'importance de l'UX writing sur un site ou sur un parcours ou une app. C'est que sans mots c'est plus compliqué d'expliquer les choses. Donc oui, c'est très important un UX writer. Voilà, donc ça c'est une petite citation, c'est les mots et les images, c'est comme le yin et yang. Voilà. Alors, les good practice de l'UX writing. Alors, le premier truc, c'est la question pourquoi. Moi, en fait, je me pose toujours cette question, c'est pourquoi l'utilisateur est sur ce site, pourquoi l'utilisateur fait cette action, pourquoi l'utilisateur va appuyer sur ce bouton. Donc, en gros, avec pourquoi, on répond à beaucoup de questions et si on a toujours ça en tête, ça aide à mieux accompagner, ou en tout cas à mieux deviner un peu ses besoins pour y répondre. Il faut toujours réfléchir en termes d'objectifs. À qui je m'adresse? Pourquoi? À quoi sert cette étape? À quoi sert cette page? Pourquoi j'écris cette phrase? S'il y a un CTA, donc on écrit beaucoup de CTA. Pourquoi l'utilisateur va appuyer sur ce bouton? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc enfin, voilà. Toujours, que va faire mon utilisateur après avoir lu cette phrase? Si j'écris une phrase, il faut qu'il ait un objectif. Ce paragraphe a un objectif. Tout doit avoir un objectif, ça doit être clair. Du coup, comme ça, on explique quelle action va provoquer cette étape, ce bouton, etc. Donc, c'est toujours réfléchir en termes d'objectifs. Deux choses importantes à se rappeler au sujet de l'utilisateur, c'est que l'utilisateur est flemmard. Le temps qu'on passe sur un site, en général, en moyenne, c'est 2 minutes 17. Donc, autant vous dire, c'est très, très court. Il faut être concis. Il faut placer l'information principale souvent en début de phrase parce que les gens ne lisent pas. Soit ils lisent en diagonale ou alors il y a le F aussi. Bon, mais ils lisent un peu le gros titre et ensuite ils vont lire un peu une barre assez verticale. Donc, faut toutes les phrases compliquées, etc. vous oubliez. Il faut exprimer clairement le bénéfice utilisateur, qu'est-ce que je lui apporte, qu'est-ce que ce site lui apporte, etc. Donc à la personne qui est en train de naviguer.
Alléger les phrases au maximum, limiter les adjectifs et les parenthèses. Si on met quelque chose en parenthèse, en général, c'est qu'on peut le supprimer. Donc, supprimer les adjectifs, les traits, tout ça. C'est des mots qui sont qu'on ajoute. En fait, c'est des mots supplémentaires à lire. Et l'utilisateur, donc, il est flemmard et il n'a pas envie de lire toute votre prose, etc. Et be positive, c'est voilà, essayer toujours de faire des formulations positives, encourager les gens, pas de nœuds au minimum. L'autre grosse information sur l'utilisateur, c'est qu'il est égocentrique. Donc, il aime qu'on lui parle de lui, il doit être au cœur de votre message. Et il y a quelque chose qui marche bien, c'est en tout cas sur les actions, en général, hein, c'est pas une règle absolue, mais c'est pas mal de privilégier la première personne, parce que du coup, ça va, la personne, voilà, elle va lire l'information et ça l'implique directement. Donc voilà, l'utilisateur est flemmard et il est égocentrique. Il faut toujours se rappeler de ça. KISS. Alors, KISS, c'est Keep it short and stupid en vrai. Et bon, moi j'aime bien dire Keep it short and simple. Donc voilà, c'est une autre idée qu'il faut toujours se rappeler, de dire les choses le plus simplement possible, d'aller droit au but, d'éliminer tout ce qui est superflu pour l'information, pour que la personne ait tout de suite ce qui est important pour elle. Alors, donc, dans les rôles de l'UX Writer, donc en fait, sur un parcours, vous allez guider et accompagner et non pas imposer. Donc, là, c'est des petits exemples que je vous ai trouvés. Donc, le premier, voilà, merci de sélectionner un moyen de paiement. On le voit hyper souvent. Alors que l'autre l'implique plus, vous proposez un choix, etc. C'est comment vous aimeriez payer. Au final, c'est un petit peu la même chose, mais dans la façon de le dire, voilà, la personne, vous allez être plus proche de l'utilisateur, etc. Petite tournure de phrase, plus positive. On est là en support, on n'est pas là à dicter ce qu'on voudrait que la personne fasse. Aider. Alors, il y a beaucoup, un des gros sujets, c'est les mots de passe, tout ce qui est connexion, etc. Donc, voilà, il se passe quelque chose pas normal, mauvais mot de passe. Et ben voilà, il y a souvent ces mauvais mots de passe. Ok, super. La personne est bloquée avec son mauvais mot de passe et elle n'a pas moyen de s'échapper de son parcours. Du coup, à côté, un exemple qui est mieux, c'est mauvais mot de passe, ça arrive, essayez encore, ou alors directement l'aide pour sortir de l'impasse et réinitialiser son mot de passe si nécessaire. Alors juste en dessous, du coup, voilà, c'est une progression en gros du UX Writing. Donc la base, c'est vous avez une erreur et vous expliquez. Donc déjà c'est le minimum syndical, mais voilà, il y a une erreur et il s'est passé une erreur. Bon, vous êtes content, vous savez pas ce qui s'est passé et vous savez pas quoi faire. Un peu plus clair, il y a une erreur de connexion, vous avez entré un mauvais mot de passe. Ok, c'est pas mal, mais on est quand même bloqué au même endroit. Clair et concis, on est toujours bloqué, mais au moins on sait exactement ce qui s'est passé. C'est mauvais mot de passe, ok, vous savez tout de suite l'info, pas besoin d'avoir plus d'informations. Et clair, concis et utile, c'est mauvais mot de passe, essayez encore ou retrouver son passeport. Et là, ça fait une petite progression, du coup, on voit un peu, et je pense que vous avez tous rencontré des trucs où un mauvais mot de passe, puis vous savez pas quoi faire. Alors, il faut expliquer à l'utilisateur ce qui se passe. Parfois, il y a des infos. Alors là, c'est des petits exemples assez rigolos. J'avais trouvé sur Twitter. Donc là, c'était un site, c'est pour renouveler ou demander un titre de séjour, un truc comme ça. Et donc, il y a quelqu'un qui a qui a écrit ce petit texte. Et merci d'indiquer un argumentaire de 30 lignes sur votre amour de la France, du respect des valeurs républicaines et tout particulièrement de la préfecture de l'Essonne et de ses agents. Voilà, écoutez, si vous voulez un titre de séjour et vous arrivez avec un petit message comme ça, je pense que vous êtes content du déplacement. Et dans un autre exemple, c'était Captain Train. Je sais pas si ça existe toujours. C'était un peu presque un concurrent de la SNCF. Ils revendaient des billets de train que quand du coup vous pouviez pas les échanger sur la SNCF.
Et là, du coup, eux, ils avaient mis durée d'embarquement, un petit mot qui explique super bien ce qui va se passer. C'était sans aller jusqu'à vous dire comment gérer votre vie. Donc, du coup, on accompagne, mais on donne pas d'ordre, etc. Nous vous conseillons d'arriver à la gare au moins 20 minutes avant le départ. En tout cas, pas après si possible. Les portes du train peuvent être fermées 2 minutes avant le départ. Bon, c'est un peu long, mais en tout cas, c'est hyper sympa. La personne qui va lire ce message, déjà, elle a les infos, elle sait pourquoi on lui demande de faire telle ou telle chose. Et ça change tout dans sa relation avec un utilisateur. Et en dessous, il y a un truc un peu mignon, je trouve. C'est souvent, vous avez des formulaires dans les parcours. Et bon, c'est toujours un peu pénible. Déjà, ça saoule tout le monde de les remplir. Mais bon, parfois, il n'y a pas le choix. Et vous pouvez expliquer pourquoi on vous demande telle ou telle information. Ça aide, en fait, à avaler la pilule, quoi. Donc là, c'est quelle est votre date de naissance? Vous n'avez pas forcément envie de donner votre date de naissance à tout le monde. Ça saoule d'avance, quoi. Et là, il racontait un petit peu, c'est merci de nous dire, vous allez avoir un cadeau d'anniversaire et là ils ont même une petite fonctionnalité qui calcule, à mon avis, l'espace qui vous sépare de la date en question, avec 14 dodos jusqu'à votre anniversaire, etc. Donc du coup, c'est mignon, ça fait sourire. Je sais pas quel était le site en question, mais en tout cas, ça aide à avaler la pilule et du coup, les gens veulent plus volontairement donner les informations. Il faut aussi encourager, parce que parfois, alors là, c'est le site de Mailchimp. Si vous faites un peu du design, c'est un bon cas. Mailchimp, ils sont quand même assez forts. Ils ont un bon design system et content system. Et donc, ça peut être c'est hyper stressant de router un mail à, je sais pas, des milliers de personnes quand vous envoyez une newsletter. Et du coup, c'est un gros stress, ça fait mal au ventre. Et au moment d'appuyer sur le bouton, ils le savent, donc ils connaissent leur utilisateur, donc et c'est un gros moment de stress. Et du coup, ils ajoutent un petit message pour encourager la personne. Donc vous êtes sur le point d'envoyer une campagne à, bon là c'était une petite campagne de 87 personnes, mais ça peut être des milliers et des milliers. Et du coup, le petit message en dessous qui va bien, donc c'est votre moment de gloire, etc. Du coup, hop, on accompagne, on a l'impression qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a quelqu'un derrière l'ordinateur qui est là aussi derrière vous, et ça fait du bien. Il faut aussi arrondir les angles. Alors ça c'est une maquette, parce que si vous regardez de près, il y a des petites fautes d'orthographe, je vous préviens. Et donc ça c'était sur HSBC. Donc moi j'ai travaillé 2 ans pour eux, en tant que UX writer. Et du coup, pareil, il y a des parcours d'ouverture de compte, c'est très long et du coup c'est une banque, donc il y a plein d'informations qu'ils exigent en fait, qui sont légales, mais c'est assez pénible pour la personne qui est en train de les remplir. C'est même, ça peut être perçu pour un peu assez intrusif. Et alors, il y a un moment, il y avait une nouvelle réglementation. Alors, carrément, c'est en plus, fallait prendre un selfie. Donc, faut prendre votre téléphone, le mettre devant votre tête, faire des petits signes, etc. Bon, pour l'utilisateur, c'est vraiment pas un moment agréable. En plus, pour les personnes un peu plus âgées qui sont pas forcément tous complètement à l'aise avec les technologies, carrément, ça peut devenir une épreuve. Et donc, on avait fait une étape avec justement des petites explications pour détendre un peu les personnes, parce que vous savez pas trop ce qui va se passer et comment le faire, avec préparez votre plus beau sourire. Donc c'est pas très banque, mais bon, dans ces cas-là, parfois on peut se faire une petite blagounette pour détendre l'atmosphère. Et on explique en fait. Bon, là c'est un peu petit, en tout cas sur mon écran, mais c'est où on explique exactement ce qui se passe. Donc, grâce à l'identification biométrique, votre visage va être comparé avec votre photo d'identité, etc. Donc, en fait, en expliquant bien les choses, évidemment, ce qui est compris est mieux accepté. Les gens comprennent pourquoi on demande ce truc qui est assez pénible. Bon, ok, pas le choix, mais comme je comprends pourquoi, les gens acceptent mieux de le faire, quoi. Et le font bien, du coup, ça se passe mieux et plus rapidement, plutôt que de recommencer 3 fois le selfie où carrément ça devient une tannée, quoi. Il faut aussi rassurer. Alors là, c'est un super cas que peut-être vous connaissez si vous bossez dans le design, mais c'est Airbnb. Ils sont pareils, ils sont très très forts
en expérience utilisateur. Et ils avaient rajouté, donc au moment de réserver, en fait, il y avait un petit moment de stress pour les utilisateurs parce que, voilà, vous réservez, vous savez pas si c'est confirmé, pas confirmé, est-ce qu'il va falloir que je paie pas. Et du coup, en fait, ils ont juste rajouté une petite phrase, réservez, ça c'est le site y est, et juste en dessous, c'était, vous ne serez pas facturé tout de suite. Et du coup, ça a fluidifié le parcours, alors que beaucoup s'arrêtaient ici parce qu'ils ne savaient pas trop. Du coup, voilà, avec cette petite phrase, les gens cliquaient sur je réserve et ils continuaient le parcours. Donc ça, c'était un super good case de Airbnb. Il faut informer. Alors là, typiquement, c'est un petit message que j'avais reçu d'un truc de livraison. Suite à votre inscription, vous serez livré prochainement. Merci. En fait, ça ne sert à rien ce message. Prochainement, ça ne veut rien dire. Ça peut être aujourd'hui, demain, dans une semaine, je ne sais pas. Donc, message qui ne sert à rien. Donc voilà, il faut informer et pas comme ça. Il faut aussi être inclusif. Donc, il faut se mettre à la place de l'utilisateur, mais pas trop parce que nous, évidemment, on peut potentiellement être un utilisateur. Donc, nos informations, c'est intéressant, ça aide, nos connaissances, tout ça. Mais il faut pas trop se projeter. Parce que selon les sites, en fait, l'utilisateur, ça peut être tout le monde. Et alors là, c'est des bons exemples. Donc, comment là, le premier en vert, c'est un truc d'économie, d'épargne peut-être de banque. Et donc, combien voulez-vous économiser avec ce petit placeholder là pour aider les gens à inscrire ce qu'il faut dans le champ en question. Et là, dans le premier cas, il y a un exemple, 2 500 €. Sauf qu'en fait, 2 500 €, on ne sait pas ce que ça représente pour la personne qui est derrière l'écran, en fait. Pour certains, ça peut être beaucoup, et pour d'autres, rien du tout. Mais du coup, dans ces cas-là, il faut mieux ne rien dire et il faut mieux rester le plus neutre possible et du coup inclure tous les utilisateurs que vous pouvez avoir de l'autre côté de l'écran. Donc voilà, la bonne réponse c'est 0. Enfin, en tout cas, il montre que ici il faut indiquer un montant. Donc on comprend comment ça se passe, mais ne pas y aller too much avec 2 500 € parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner de l'autre côté. Un autre exemple qui est hyper parlant, c'est si là c'était un truc un peu médical. Quelqu'un qui a fait un test de grossesse qui a les résultats. Et le premier exemple, c'est congratulations. Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de cas où la personne, elle va être ravie d'être enceinte, mais ça peut être aussi un gros fail et genre une catastrophe pour certaines. Donc du coup, on va pas prendre le risque de blesser quelqu'un ou en tout cas carrément de faire un impair. Donc voilà, faut penser quand on rédige à être inclusif, ne pas se projeter. Et le dernier exemple, pareil, assez rigolo, c'est un truc d'invitation, je sais pas quoi. Est-ce que votre femme va venir avec nous ? Écoute, on ne sait pas si c'est forcément un mari hétérosexuel qui est de l'autre côté de l'écran. Donc, on va rester sobre. Et est-ce que quelqu'un vous accompagnera ? C'est peut-être plus judicieux. Donc voilà, être inclusif et ne pas se projeter. En fait, tous les utilisateurs ne sont pas vous. Voilà, merde. Oula, excusez-moi. Voilà. Et il faut rapprocher en fait, donc que l'utilisateur se sente compris, accompagné, qu'on lui explique bien. Du coup, il va se sentir en confiance et c'est mieux. Alors là, un petit exemple tout mignon. Donc voilà, fallait uploader une photo sur un site, une app, je sais pas. Ok, bon, ça c'est le basique. Vous confirmez que l'action a bien été réalisée, super. Et la version mieux, c'est un petit compliment. Voilà, ah là là, vous êtes super sur cette photo. J'en ajoute une de plus ou I'm done. Ça veut dire que ok, j'ai fait et du coup vous avez 2 options pour continuer votre parcours. Donc voilà, évidemment la deuxième est, je pense, beaucoup plus sympathique.
Et bref, en fait, tout ça pour réduire donc la distance entre l'utilisateur et la machine. Et pour finir, donc voilà, il y a 2 petits exemples. Alors Tumblr, ils sont très bons aussi. Leur design system, je crois qu'il est en ligne, il me semble, et leur content system aussi. Et donc un petit truc tout mignon. Alors bon, par contre, ils ont décidé eux qu'à partir de 30 ans, c'était la limite. Avant, vous êtes jeune ou après, vous pouvez vous sentir vieux. Alors je pense que c'est très dur à traduire en français. Je ne vois pas comment ça pourrait être fait, mais en tout cas, voilà, ils ont. Quand vous rentrez votre âge sur Tumblr, jusqu'à 29 ans, vous êtes 29 ans old. Mais à partir de 30, vous êtes 30 ans young. Voilà, je trouve ça trop mignon. Et du coup, vous vous sentez tout de suite, ça fait sourire et vous vous sentez tout de suite un peu mieux sur ce site, quoi. Et l'autre, c'est Medium. Donc, Medium, voilà, quand vous naviguez, vous pouvez bookmarker les articles, applaudir, etc., si vous aimez bien. Mais il faut être connecté pour ça. Et plutôt que de coller une grosse popine ou je sais pas quoi qui dit boum, merci de vous connecter, eux, ils ont mis un petit message un peu sympa. Bon, pardon de vous interrompre, mais on vous a déjà vu ici avant. Rendons les choses officielles et sign in. Enfin voilà. Donc c'est le résultat est le même, mais l'effet est le même, vous allez vous connecter, mais c'est beaucoup plus sympa et du coup, vous sentez presque, voilà, c'est votre pote, quoi. Alors, maintenant, un peu les FAQ de l'UX Writing, c'est un peu les cas qu'on rencontre tout le temps. Alors, les questions, c'est infinitif ou impératif. Moi, je crois qu'on me le demande tout le temps. Là, on a un exemple de Santé Gouv. Et typiquement, eux, ils ont hésité, en fait. Ils ne savaient pas trop entre prendre rendez-vous ou prenez rendez-vous. Du coup, ils ont fait un petit compromis avec prendre des rendez-vous. C'est merveilleux, je trouve. Et moi, j'ai vérifié, comme on pose la question à chaque mission, je pense. Et pour que vous sachiez, déjà, les deux sont parfaitement corrects en français. Donc, vous pouvez utiliser l'impératif ou l'infinitif. Ça aide beaucoup sur les CTA ou quand vous indiquez comment faire tout au long du parcours. Alors, l'infinitif, vous expliquez comment faire. L'impératif, vous dictez quoi faire. Donc, moi, clairement, voilà, j'ai une préférence pour l'infinitif dans la plupart des cas. Parce que donc, ça encourage à prendre une décision, tandis que l'impératif va encourager à exécuter une consigne. L'infinitif, ça pousse à avoir une attitude plus active, alors que l'impératif a une attitude plus passive. On suit les ordres, en fait, on suit la consigne. L'un est engageant, l'autre est infantilisant. Et en français, en fait, il y a beaucoup la confusion avec le verbe du premier groupe qui sont en ER. Et quand ER, EZ, à l'oral, en tout cas, ça se prononce de la même façon. Sauf que à l'écrit, pour les différencier, c'est bien d'utiliser, enfin voilà, de transposer avec un verbe, mettre, faire, finir, un verbe du deuxième ou du troisième groupe. Ça aide à se reposer comme il faut. Et c'est important en tout cas de se poser la question parce que souvent après dans le parcours, etc., il faut que ce soit harmonieux et il y a plein de sites où ça passe de l'un, de l'autre, il y a du EZ, du ER, genre c'est hyper souvent le gros bazar, on ne sait plus qui parle à qui. Et voilà, ça part souvent, c'est une question qui revient tout le temps. Les pages contacts. Les pages contacts, c'est pareil, c'est un cas qu'on a souvent à traiter. Alors, il faut garder un truc en tête, c'est que les gens n'ont pas envie de contacter quelqu'un. Quand ils le font, c'est parce qu'ils ont besoin de le faire et pour une raison précise. Donc, le contactez-nous, genre, pourquoi en fait? Là, on revient toujours à la question pourquoi. Pourquoi les gens vous contacteraient? En général, s'ils ont un problème ou ils veulent postuler, c'est un formulaire de recrutement ou je sais pas quoi. Mais c'est pas pour vous appeler, pour prendre un café, etc. Donc là, c'est vraiment le minimum syndical, cette page de contact, parce que déjà, c'est bien d'aider un peu, genre aider, plusieurs types de contacts, idéalement, du téléphone, du mail, je sais pas, il faut aider les gens. S'ils arrivent là, c'est que il s'est passé quelque chose de désagréable. Donc en fait, il faut les aider, il faut casser la frustration et voilà. Et donc voilà, les gens n'ont pas envie de vous contacter, donc le contactez-nous, moi, je sais pas, je comprends pas trop.
Là, un bon exemple, c'est ils peuvent avoir envie de vous contacter pour obtenir un devis. Donc, get a quote, c'est pas contactez-nous, c'est genre obtenez un devis, remplissez ce formulaire, blablabla, un téléphone, un mail et une adresse, etc. avec des contacts. Ça, c'est simple, efficace, mais déjà la personne, elle sait, enfin en tout cas, elle cherche quelque chose et si elle a besoin de plus que ce qu'elle a trouvé sur le site, voilà, elle sait, c'est clair. Get a quote, on sait pourquoi il y a cette page de contact, quoi. La newsletter aussi, en tout cas le bloc newsletter, de la même façon, les gens n'ont pas forcément envie de recevoir un mail de plus dans leur boîte mail chaque matin. On en a déjà tous entre 60 et 200, je sais pas. Donc là, en fait, la personne qui a rédigé ça, clairement, je pense qu'elle veut gagner un abonné de plus. Alors que l'utilisateur, je pense pas qu'il ait envie de recevoir un mail de plus dans sa boîte. Donc là, inscrivez-vous à notre newsletter. Je ne vois pas pourquoi je le ferais. Et en fait, voilà. Pourquoi devrait-il s'inscrire à cette newsletter? C'est ça qu'il faut lui présenter, en fait. Donc, il faut lui présenter l'intérêt et le guider vers l'action. Donc là, par exemple, c'est les dernières tendances dans votre boîte mail chaque semaine. Donc, en plus, il précise un petit peu la périodicité. Ça aide parce que il y en a où vous vont vous bombarder 3 fois par jour. Donc, voilà. Les gens ont envie de savoir à quel rythme à peu près pour juger. Et puis, pourquoi, enfin, qu'est-ce que je vais gagner à ça, quoi, en fait? Pourquoi m'inscrire? Donc, c'est ce qu'il faut lui présenter tout de suite comme information. Et un autre, pour finir, un autre sujet, c'est les pages 404. Donc, je l'ai mis. Enfin, moi, j'adore ce sujet parce que on peut être assez créatif en plus. Bon, il faut pas oublier que quand les gens arrivent ici, c'est vraiment un échec, quoi. Donc, c'est que ils cherchaient une page, ils ont un lien, et puis dans les pages du site ont été déplacées, etc., ou carrément supprimées, et boum, ils arrivent, il y a plus rien. Donc c'est quand même un fail. Et ben on va pas laisser l'utilisateur dans ce trou là, comme là, page pas trouvée. Et ben super, reste. Enfin et puis on ne sait pas ce qu'il peut faire le pauvre. Donc, je vous ai mis quelques petits exemples. Bon, il y en a plein. Enfin, pour moi, c'est un peu un régal. Alors là, c'est Malte. Alors, ils ont une page que je trouve ultra sympa, mais qu'on peut faire mieux. Donc, quand vous arrivez sur la page 4, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, ça a été ça à un moment. Donc, vous arrivez sur la page 404 chez Malte, c'est « Oups, la page que vous recherchez n'existe pas. Nous allons investiguer. » Je suis sûre que c'est pas vrai déjà. Genre, il n'y a pas quelqu'un qui va se mettre à chercher tout d'un coup ce qui se passe. Donc, déjà, c'est faux. Personne va venir vous aider. Là, vous êtes bloqué. Et là, il vous propose une petite partie de Space Invader. Alors, j'adore l'idée, je trouve ça super rigolo, mais faut quand même, il n'y a pas, à part le menu, en fait, il peut cliquer sur le logo et retourner sur la home, j'imagine, mais on ne l'aide pas du tout. Le type, il est venu chercher une mission, il veut travailler, etc. Et puis à la place, on lui propose une petite partie de jeu, donc procrastination directe. Donc, bon, moi, je trouve ça très sympa, mais voilà, il faut aider plus l'utilisateur que ça. Alors là, c'est pareil, ils ont fait un effort, ils sont un peu lâchés, un peu en créa, mais du coup, peut-être plus un concepteur-rédacteur qui a fait ça et pas trop un UX-writer. Donc, je sais pas trop ce que c'est que ce site, Center Source, mais eux, ils optent pour… alors déjà, il y a un petit peu mieux parce que vous voyez qu'il y a une barre de nav en haut, donc déjà, la personne peut un peu sortir, et puis je vois qu'il y a un menu aussi en bas, donc bon, il y a quand même des petites voies d'escape. Mais alors, et le ton est marrant, mais désolé mec, le parc est fermé et vos options, go home. Alors, en UX, en général, on dit home page, mais go home, pour moi, c'est rentre chez toi. Ou alors, tape un élan. Bon, ça doit être un truc canadien, j'imagine. Mais c'est drôle, moi ça me fait rire, mais c'est pas UX quoi. En fait, les gens faut les aider, et en plus quand tu arrives dans une impasse comme ça, déjà t'as pas la solution, et en plus on te fait une espèce de blague d'un humour spécial. Voilà, c'est créativement c'est bien, mais d'un point de vue design c'est pas bien.
Ça là c'est mieux. Bon, c'est un truc de Solar System, donc je sais pas trop ce que fait ce site, etc. Mais du coup, ils ont pris un petit univers ennui, ils ont fait un truc sympa, etc. Ils restent dans le contexte. Et là, ils lui font un petit message sympa. C'est salut Space Wanderer. Voilà, vous avez l'air perdu. Ok, c'est un fait. Et tout de suite, il lui propose en fait une voie de sortie, c'est retourner à la homepage. Et en parallèle, il y a un petit burger en haut à droite. Donc, c'est-à-dire que la personne, elle peut retourner sur la navigation. Bon, hop, elle est arrivée un peu dans un boom, et tout de suite, en fait, elle a d'autres directions pour repartir de cette impasse, quoi. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Et le mieux, en fait, c'est encore Airbnb. Alors, je vous accorde que lui, il n'est pas terrible, quoi. Bon, c'est pas la direction artistique la plus sympa pour la page, mais en tout cas, oups, la page que vous cherchez reste introuvable. Ok, c'est un fait. Mais là, il repropose plein d'options de navigation. Donc, retourner sur la page d'accueil, rechercher, aide, voyager, voilà. Donc là, en fait, la personne, il y a une impasse, mais tout de suite, on t'aide et on te redirige sur d'autres recherches qui peuvent répondre à ton besoin. Voilà. Le temps d'attente aussi, c'est quand quelque chose se load, vous n'avez pas envie d'avoir cette petite barre de la roue de couleur, là, c'est un peu pénible, on peut mieux faire. Et alors ça, c'est pareil, chez HSBC, on avait travaillé sur une page comme ça. Alors ça, c'était la maquette, donc on l'a améliorée. Bon, déjà, la petite moto, c'était sympa, mais la façon de parler, c'était avant d'être travaillé en UX Writing. Mais c'était un peu de patience. Nous faisons au plus vite. Bah non, quoi. Genre déjà que t'attends, etc. Et tu vas pas dire aux gens, calme-toi, attends. Non, on va tourner ça d'une façon qui va accompagner et aider la personne. Et donc de l'autre côté, je vous ai mis un petit exemple là sympa. Voilà, ça charge et les bonnes vibes sont en chemin, etc. Voilà, un petit message sympa, un petit clin d'œil pour accompagner les gens qui patientent. Donc voilà. Et après, je ne pouvais pas aborder tous les sujets, mais il y a aussi donc dans les sujets qui reviennent toujours. Bon, donc il y a les inscriptions, les connexions, les mots de passe oubliés, les messages d'erreur, de confirmation, les états vides quand vous avez un panier vide, etc. Et les placeholders, c'est les petits champs. Est-ce qu'on met quelque chose ou pas dedans? Donc voilà, ça ce sera pour un autre webinaire parce que je ne pouvais pas tout traiter. Donc pour conclure en 2 mots, pour moi les plus importants c'est KISS, donc Keep it short and simple, et pourquoi, toujours se demander quel est l'objectif de ce bouton, de cette phrase, de ce petit bout de microcopie. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Alors, j'essaie de remettre mon micro. Merci Kat, c'était vraiment intéressant, vraiment pratique. Je pense qu'on l'a vu là, il y a eu quelques petits messages dans le chat. Moi je n'ai pas regardé. Non, je comprends, mais il y a pas mal de monde qui réagissait à tes exemples qui devaient être assez parlants. Du coup, c'était très kiss. On a quelques questions. Alors, je pense que c'était les gens ça a dû être très clair parce qu'on ne coupe pas forcément sur les questions, mais vu qu'on a pris pas mal de retard sur le timing normal, voilà, je pense qu'on peut se prendre 10 minutes pour répondre aux quelques questions qui n'ont pas été répondues. Et puis s'il y en a qui en ont encore, j'en ai profité pour en poser aussi. Moi, je vois, est-ce que le métier du UX-writer est un peu semblable à celui du UX-designer? Pas tout à fait. En fait, on se complète. Normalement, on est en team. Donc, normalement, voilà, le designer va faire le parcours d'une façon un peu d'éléments, de blocs, etc. Enfin, ou les composants, enfin, driver le truc un peu total, enfin, le parcours ou le site, tout ce qui va se passer. Et l'UX-writer, on va faire un peu la même chose, mais d'une façon plus... presque un storytelling du parcours, en fait. C'est un peu la même chose, mais déjà, l'UX writing, c'est un design plus appliqué aux mots, comme l'UI va être un design appliqué à l'image, quoi. Le tout composant.
N'hésite pas, Hélène, à réagir si tu vois aussi les choses, si tu veux donner ton avis. Moi, j'avais lu… Je suis alignée avec Kat là-dessus. Ouais, oui. je l'ai un petit peu évoqué dans ce que j'avais présenté, mais ouais, ce sont des aspects différents, mais on partage le même intitulé, enfin une partie de l'intitulé de poste. J'avais lu l'UX Writing est au mot ce que l'UX Design est à l'image. Je ne sais pas si ça résume un peu… pour moi, l'UX Writing, ça fait partie du design, en fait. Donc, le design, c'est un ensemble. C'est un site, il va être design s'il est beau, pratique, utile et tout ça. Ouais, je comprends que la partie écrite fasse partie d'un ensemble qui soit le design. Alors qu'une image peut fonctionner sans texte, on parle à la photographie par exemple, ou à l'expression une image vaut 1000 mots, je pense que c'est des aspects un petit peu différents. L'UX Writing et le design, c'est vraiment un ensemble, on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre, fondamentalement. Mais une image et des mots, c'est un petit peu différent. Surtout, en tout cas en digital, quoi. Un site que en image, pourquoi pas, ce serait un site de photo éventuellement, mais même, je pense qu'ils auraient quand même besoin de mots. Je pense, sur un site en digital, vous êtes toujours obligé, c'est pas possible, je pense, de faire un site sans mots. Et moi, je posais une question dans le chat parce que je l'avais en tête et j'avais peur de l'oublier. Je veux dire, on parle beaucoup de digital depuis tout à l'heure, mais est-ce que sur des produits physiques, on peut parler du UX Writing aussi ? Pour moi, c'est différent parce que dans le digital, dans le numérique, ça va être une expérience globale sur un produit. Pour le coup, par contre, il va pouvoir y avoir de la conception-rédaction ou alors de la rédaction technique quand on amène de l'information sur la manière d'utiliser un produit. Mais l'UX Writing, pour moi, c'est quand même un petit peu différent. Ça s'exerce vraiment dans le cadre d'une plateforme digitale. D'un process peut-être ouais. Après, moi, j'ai envie de dire, Ikea, genre tous les petits papiers mode d'emploi d'Ikea, est-ce que ce serait pas de l'UX Writing ? Je me disais, ou même dans le cadre d'un processus pour avancer tout au long d'un magasin ou ce genre de choses. Après, on s'éloigne un petit peu du sujet principal, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais voilà, c'est une petite question que j'avais. Il y a Sophie qui demandait, pourrais-tu, Kat, nous parler de content system que tu as évoqué dans ta thèse ? Oui, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en fait, ça va un peu sur le tone of voice, etc. Une marque a un tone of voice, il faut le définir. Quelle est la mission de la marque ? Pourquoi on a fait ce site et comment on va aider les gens. Donc en fait, on note un peu tous les mots pour qu'il y ait une cohérence et qu'il y ait une harmonie. De la même façon que certains composants vont être utilisés, certaines couleurs sur les sites. Voilà, le sitier, il va toujours être le sitier principal, il va être orange, le sitier secondaire, il va être blanc et le lien souligné, je sais pas quoi. Enfin, il y a des codes, la typo, tout ça. Tout ça, en fait, on note et on regroupe tout ça, que ce soit en direction artistique, en fait, sur la forme et sur les mots, quels mots on va employer. Hélène en parlait, définir au début du parcours un peu, est-ce qu'on va mettre, je sais plus ce qu'elle avait mis, retirer ou enlever. Ouais, annuler, voilà. Ouais, voilà, annuler. Tout ça, en fait, pour s'en rappeler, que tout le monde puisse utiliser les éléments, en fait, on regroupe tout ça dans quelque chose qui s'appelle le design system. Et au sein du design system, il y a la partie content system qui est les mots. Donc, de quelle façon on s'adresse aux utilisateurs. Si vous avez un site avec une cible très large, genre la SNCF, comme vous pouvez avoir des gens de 18 à 80 ans, on va trouver un tone of voice qui va convenir à tout le monde. Et si vous avez, il y a un site que vous connaissez peut-être, c'est Asphalt, c'est des fringues un peu pour mecs. Ils ont fait un tone of voice assez sympa, etc. Peut-être que vous l'avez vu. Donc eux, ils ont une cible très précise, c'est les hommes, je sais pas, 30 ans, un truc comme ça. Donc ils ont adopté un ton très spécifique avec une façon de parler. Donc tout ça, c'est noté dans un content system. Donc au fur et à mesure qu'on prend des décisions pour que ce soit harmonieux, est-ce qu'on va utiliser l'impératif, est-ce qu'on va utiliser l'infinitif, voilà, on note tout et ça s'appelle le content system. Et il y en a plein qui sont disponibles en ligne. Donc les Mailchimp, les Apple, tout ça, vous tapez content system sur Google et vous pouvez les trouver et les consulter en fait.
Et même celui de MailChimp, qui pour le coup, Ouais. que tu l'avais cité, qui est un peu la référence C'est vrai. ultime en UX Writing. C'est un peu les premiers, je crois, si je dis pas de bêtises, à l'avoir mis en ligne. Donc, et c'est en fait, c'est une source de vérité. C'est-à-dire que c'est vous qui la mettez à jour, c'est vous qui avez l'ownership dessus en tant que UX Writer. C'est vous qui, avec les autres, pouvez prendre des décisions parce qu'il faut que ça soit partagé. Et le but d'un design system et donc d'un content system, c'est pas que ce soit juste pour vous, mais qu'au contraire, ça favorise la cohérence et l'harmonie sur l'ensemble de l'expérience. Ok, très clair. Je vois qu'il y a d'autres petites questions. Enfin, moi, j'ai plein de questions, mais je vais surtout laisser la parole aux personnes qui sont dans le chat. J'ai Renaud qui demande comment l'UX Writer freelance s'insère-t-il dans une équipe design déjà en place? Y a-t-il un réel marché pour les free ou plutôt des entreprises qui recrutent des UX Writers? Moi, je pense que c'est quand même assez dur de rester longtemps. En fait, de toute façon, je vais rentrer sur des missions longues. Donc, je vais travailler avec soit des cabinets de conseil ou il y a toujours quelqu'un qui me... J'ai toujours un intermédiaire ou des crèmes de la crème, en fait. J'ai pas de clients en direct et c'est la plupart du temps, c'est des missions longues. Donc, en fait, je m'insère comme tout le monde, comme un consultant, en fait. J'arrive souvent souvent c'est 2 ans, 18 mois, 2 ans l'émission et puis vous rentrez et comme un designer ou comme un mec de la data ou de pareil quoi. Ouais, ça dépend du type de mission et du type de besoin aussi, je pense, en interne qui est défini. Et il faut aussi concevoir qu'il n'y ait pas énormément de profils en France. Donc, du coup, que ce soit en free ou en interne, je pense qu'il y a quand même un boulevard. Enfin, je ne veux pas non plus trop m'avancer, mais je pense qu'il y a un besoin quand même actuellement. Est-ce que les entreprises sont conscientes de cette problématique du X-Writing, du fait qu'il faut un UX-Writer dans les équipes, ou en tout cas, il faut intégrer le X-Writing dans les équipes? Je pense que c'est ça aussi qu'il y a derrière cette question. Je pense Il y a souvent un problème de coût, en fait, parce que oui, ils en ont besoin. Après, c'est comme plein de trucs. Il y a plein de gens, comme tout le monde sait écrire, tout le monde se dit, je vais faire les textes moi-même. Moi, j'ai eu plein de fois, ah non, c'est trop cher, je vais le faire moi-même. Good luck. Et puis, on se retrouve avec tout le monde comme un contactez-nous ou une 400 pages un peu classique. Et avec après, mais c'est surtout, c'est des grosses missions. Enfin, c'est souvent des gros clients, des gros sites. C'est pas les petits sites évidemment qui vont payer des équipes, des team design, etc. quoi. Donc là, on va peut-être pas trop tarder. Il reste en gros 5 minutes là avant que je propose qu'on termine l'événement. Il y a des questions qui reviennent encore, qui sont un petit peu celles qui ont été posées avant, mais Kat, tu n'as pas eu trop l'occasion de t'exprimer, donc je ne sais pas si toi, tu as quelque chose. Je vois par exemple Maxime qui dit: est-ce qu'il y a des ressources à recommander pour mieux intégrer l'approche UX Writing dans une équipe design? Il y a aussi, j'en avais vu un autre qui parlait encore d'une formation. Est-ce qu'il y a des formations? Voilà. Gaël qui me dit: existe-t-il en France des certifications UX Writing ou des parcours diplômants agréés par l'État? J'imagine que là, c'est un peu trop récent comme. Moi, j'ai fait une pardon, excuse-moi. Non, mais pour le coup, parcours diplômant reconnu par l'État, je suis pas sûre, mais vraiment, je pense que le meilleur support, c'est un portfolio, c'est s'entraîner, c'est faire des projets, c'est même, en fait, une app que soit vous aimez beaucoup, mais vous trouvez qu'elle est mal écrite. En fait, repenser un petit peu l'expérience, l'interface, c'est le meilleur, je pense que c'est le meilleur outil pour montrer ses compétences. Parce qu'il n'y a pas énormément de formations. Après, il y a des ressources. Par contre, il y a pas mal de ressources. Les cours, que ce soit des cours en design, que ce soit des cours, une masterclass aussi, The Design Crew, ou même des blogs, les blogs de Dropbox qui sont de Booking. Les équipes de UX Writing de Booking et Dropbox sont très. Enfin, il y a pas mal de monde et du coup, les blogs sont assez alimentés, très intéressants sur la manière dont, notamment, on intègre un UX Writer dans une équipe. Enfin, sur plein de sujets, je vous invite vraiment à les consulter. Et sinon, en formation, je ne suis pas sûre. Kat, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça?
Pour moi, il faut avoir quand même des bonnes connaissances de design. Et puis, le truc en plus, c'est bien écrire, quoi. Enfin. Ouais. Et moi, j'ai fait une formation laptop. Et je sais que les gens, enfin, bon, je sais pas, enfin, ce que tout le monde en pense, mais en général, c'est assez, ils sont pas mal, quoi. Qu'est-ce que c'est une formation laptop? Pardon, une formation. Mon ignorance. Le laptop, je sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, ils font pas mal de design et je sais que c'est assez reconnu. Alors, je ne peux même pas vous C'est un organisme de formation, le laptop? C'est ça. Ils font pas que ça, mais ils ont ils font aussi. Okay. Mais moi, je l'ai fait en design ergonomie des interfaces, quoi. Donc en design déjà classique pour comprendre comment fonctionne bien un site. Ok. Et ensuite, je l'applique avec les mots.